octobre. L'organisation Accès Transport Viable a dévoilé un diagnostic citoyen des aménagements de 8 quartiers ici dans la capitale nationale, Chaudière-Appalaches également, pour voir comment est-ce qu'on se sent quand on parle de sentiment de sécurité, entre autres, dans les différents quartiers. C'est un document qui est très complet, qui est... j'allais dire complexe. Oui et non, mettons que c'est étoffé. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Et pour en parler, on a d'abord la directrice générale et porte-parole pour Accès Transport Viable, Marie-Soleil Gagné. Salut, comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Content qu'on puisse vous avoir en studio en compagnie de Annie Métivier-Hudon, qui est co-coordonnatrice du projet Rue sans peur. Bonjour Annie, comment ça va ce matin? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Super. Moi, quand j'ai reçu ce document-là, j'ai été, impressionné parce que c'est un gros travail et même le rendu est très agréable à consulter. Okay? C'est très user-friendly, si vous me permettez, avec les beaux tableaux et etc. J'aimerais qu'on revienne un peu à la base. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça va prendre un document pour parler du sentiment d'insécurité un peu, là? Oui, chez Accès Transport Viable, c'est un sujet qui nous intéresse depuis quelques années maintenant parce que on s'intéresse aux raisons et aux obstacles pour lesquels il y a des personnes qui ne se déplacent pas dans la ville. On sait qu'il y a plusieurs raisons en tant que telles, que ce soit des raisons qui soient financières, géographiques, mais quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, on est allé à la rencontre de différents groupes, surtout des groupes de femmes, des jeunes, des moins jeunes, des nouvelles arrivantes, et puis la question du harcèlement de rue et du sentiment d'insécurité revenait tout le temps. Donc, ça nous a donné envie de travailler sur le sujet avec nos partenaires communautaires, avec différents groupes. Puis, on a conduit une recherche-action qui a rendu visible le fait que c'est près de 2 personnes sur 3 dans la grande région de la capitale nationale qui a déjà vécu un épisode de harcèlement de rue. Et, on constate des obstacles, on constate des freins. Nous, on aime ça aussi amener des solutions dans l'espace public, là, nécessairement. Et puis, ce diagnostic-là, on a conduit une grosse recherche, là. Effectivement, on a rencontré environ 1200 répondantes là, de cette grande recherche-là. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions à amener dans l'espace public. Il y a toujours des solutions. Oui. Ça dépend toujours de comment on prend le problème. Ça va de soi. Annie Métivier-Hudon. Oui. Donc là, toi, tu t'es dit, OK, il y a une recherche à faire. Il y a quelque chose qui est à concrétiser, mettons. Oui. On pogne ça par où? On commence comment? Très bonne question. Parce qu'effectivement, nous, chez Accès Transport Viable, on se concentre beaucoup sur l'aspect de la mobilité. Fait qu'on avait vraiment un angle particulier à lequel on tenait quand on parlait de sentiment d'insécurité et de harcèlement de rue aussi. Donc, on a vraiment pris cet angle-là, déplacement, espace public, pour aborder le sujet. Et rapidement, dans notre projet, on a eu l'idée de faire des marches exploratoires pour identifier justement les lieux où les personnes ne se sentaient pas en sécurité. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des aménagements types qui généraient de l'insécurité ou qui généraient au contraire de la sécurité. Donc, dans tous les quartiers où on est allé dans 9 quartiers en tout dans ces marches exploratoires-là, et on s'est rendu compte que partout où on allait, évidemment, la luminosité faisait une différence, mais des éléments qu'on avait moins devinés, comme par exemple la présence d'art urbain, la présence de jardins communautaires qui créent un sentiment de communauté, la présence de terrasses urbaines, la présence, par exemple, d'infrastructures piétonnes de grande qualité. Tout ça étaient des choses qui avaient un impact sur le sentiment de sécurité et qui même étaient peu conscientes. Les marcheuses qui faisaient ces marches exploratoires-là avec nous le nommaient et on découvrait ensemble vraiment là, ces éléments-là qui habituellement, on le ressent. C'est un peu dans notre inconscient qu'on marche à quelque part et on se sent ou pas en sécurité. Mais là, on a vraiment essayé de nommer les aménagements précis. Puis là, ça nous a permis de faire une liste de ces aménagements sécurisants et insécurisants et de les identifier dans chaque quartier. Parce que pour nous aussi, ce travail-là d'identifier ces aménagements précisément-là et de faire ce travail rigoureux-là, de les voir, de les identifier, ça offre des solutions. Parce que quand on sait que des aménagements sont insécurisants, ça permet de les régler, ça permet de les transformer. Et quand on sait que des aménagements sont sécurisants, ça permet de les mettre en valeur et de les prioriser dans le cas où on réaménage une place public, par exemple, où on refait une rue. Et c'est des éléments qui sont relativement simples et peu coûteux aussi là, à implanter.
dans le champ des possibles. Oui, c'est ça. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne sur le terme harcèlement. Y a 2 personnes sur 3. Est-ce qu'on a défini harcèlement? C'est-tu quelqu'un de désorganisé qui te gueule après, qui laisse passer? Y a-tu un contact physique? Quand on dit harcèlement, là, qu'est-ce que c'est? Bien, dans la notion de harcèlement de rue, il y a la notion d'intention. Donc, il faut qu'il y ait une intention portée, en fait, à travers un geste ou une parole, et que cette intention-là soit vraiment d'humilier, d'agresser, finalement, de déranger, oui, ou de faire peur à l'autre individu. Donc, la notion d'intention, elle est fondamentale. Donc, effectivement, si... puis, je me permets de faire un aparté parce que, clairement, je pense qu'on est au bon endroit pour ça. Mais de voir justement quelqu'un se désorganiser dans la rue, ce n'est pas du harcèlement de rue. C'est sûr, ça peut être confrontant. Oui. Ça peut aussi nous amener un sentiment d'insécurité, mais ce n'est pas du harcèlement de rue. Puis c'est sûr que dans le cadre de notre recherche-action, j'aimerais ça aller encore plus loin par rapport à ça. On est allé à la rencontre de personnes en situation d'itinérance, de personnes qui vivent une plus grande proximité avec les autres usagers de la route. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là avaient un sentiment d'insécurité qui était beaucoup plus élevé que la population générale. Malheureusement, on n'a pas pu avoir suffisamment de données probantes pour pouvoir vraiment l'amener dans le cadre de notre recherche. Mais c'est sûr que c'est un sujet qu'on aimerait creuser parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de préjugés à l'égard de ces personnes-là. Puis nous, on trouve ça extrêmement déplorable parce que tout le monde a le droit à la ville. Tout le monde a le droit de se déplacer en sécurité. Et c'est un droit, en fait, là, de se déplacer. Donc, ce que vous amenez ce matin, c'est qu'on dit, parfois, les gens se sentent insécures dans le coin. Certains disent que c'est à cause des personnes en situation d'itinérance. Puis là, le drapeau qui est levé ce matin, mais les personnes en situation d'itinérance, eux aussi peuvent se sentir en insécurité. Oui. Personne n'avait parlé de ça à date, là, de ce que je sache. Là. C'est-tu quelque chose qui est frappant puis qui est majeur dans le rapport, par exemple? Je vais te laisser continuer, mais juste pour dire que c'est un nouveau sujet quand même, là, dans le sens où le harcèlement de rue, le sentiment d'insécurité, c'est la première recherche qui a été faite dans la grande région de la capitale nationale. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans des données zéro. Je comprends. Je te laisse poursuivre, Annie. Oui, données zéro. Puis nous, on a essayé d'aller chercher justement la parole des personnes en situation d'itinérance. On a réussi à le faire à travers des organismes qui nous ont donné un petit peu le pouls du milieu par rapport à ça, tu sais. Donc, effectivement, là, les conclusions qu'elle nous rapportait, c'est que le sentiment d'insécurité vécu par les personnes en situation d'itinérance, particulièrement les femmes, est vraiment à un degré comme que nous, on ne peut pas imaginer parce qu'elles sont dans une situation de souvent dormir dans la rue, de fréquenter des espaces publics. Et on le sait que d'être exposé dans des espaces publics, c'est des facteurs de risque au harcèlement de rue. Donc, ces personnes-là, étant toujours exposées dans l'espace public, le sont. Le fait aussi que c'est des personnes qui sont parfois surjudiciarisées fait en sorte que des leviers qu'on pourrait avoir ou des sources d'aide qu'on pourrait avoir, par exemple, la police, par exemple, les gardiens de sécurité, ne sont pas nécessairement pour eux et elles des alliés. Donc, c'est pas des lieux ou des personnes envers qui elles vont se tourner en situation de violence ou de harcèlement de rue, ce qui fait que leur vulnérabilité est beaucoup plus élevée puisque, justement, elles sont peu prises en compte là, par des autorités. Quand on parle d'aménagements, justement, qui sont sécurisants et qu'on devrait toujours mettre dans la machine à penser quand on réaménage un coin, quand on crée quelque chose en ville, il y a la luminosité, on comprend. Y en a-t-il d'autres auxquels on pense peut-être un peu moins? Oui, nous, on les a séparés en 3 catégories. Premièrement, et là, on sort des concepts, là, mais ils sont pas si difficiles à comprendre, là, je vous le jure. Premièrement, la co-visibilité. Le fait de voir autour de soi ou d'être vu par les autres. Ça passe par la lumière, mais ça passe aussi par l'absence de cachettes, par exemple, et par la présence de fenêtres sur la rue, donc de yeux sur la rue, donc l'absence de murs aveugles, comme on peut trouver parfois dans des zones industrielles, par exemple. Après la co-visibilité, on a la co-veillance. Donc, le fait qu'on a confiance envers la société, envers la population qui habite un lieu pour nous venir en aide en cas de pépin. Ça passe par des lieux fréquentés où il y a des témoins. D'ailleurs, la fréquentation, l'animation d'un lieu, c'est ce qui nous a été rapporté comme le plus sécurisant, encore plus que la présence d'éclairage. Donc, il se passe de quoi? Oui. Quand il y a du monde qui marche, quand il y a du monde qui flanque dans la rue, quand il y a justement des gens qui jouent aux échecs sur une place publique, quand il y a juste des gens qui marchent, quand il y a des gens qui attendent l'autobus aussi, ça nous a été rapporté comme très sécurisant parce que ça apporte justement des témoins qui offrent une surveillance informelle et qui peuvent être des sources d'aide justement en cas de besoin.
Troisième grande catégorie, c'est la facilité à se déplacer. Parce que c'est essentiel pour avoir des échappatoires en cas de pépin. C'est aussi essentiel pour pouvoir choisir librement son trajet, son mode de transport. Il faut pouvoir vraiment choisir librement. Si on souhaite passer par une rue commerciale qui est mieux éclairée, si on souhaite passer par un autre endroit qu'on préfère, qui nous sécurise. Donc, pour ça, des aménagements qui présentent des infrastructures piétonnes, de transport en commun, cyclables, de bonne qualité, c'est vraiment quelque chose qui nous a été beaucoup nommé parce que, justement, ça offre une présence d'échappatoire. Comme les escaliers, ça, c'est un exemple assez frappant. Il y en a ici qui montent vers la Haute-Ville. Ça, c'est des endroits où c'est par en avant, par en arrière. Tu peux pas laisser côté. Là. Absolument. Oui. Et c'est des endroits, oui, qui nous ont été beaucoup nommés. Les escaliers rassemblent pas mal tous les éléments insécurisants. Souvent, ils sont mal éclairés. Ouais. C'est effectivement, il y a peu d'échappatoires. Il y a cette vision tunnel. C'est des endroits aussi qui sont positionnés dans la ville, souvent loin de commerce ou de proximité qui vont amener un achalandage. Et c'est des aménagements qui, typiquement, vont vulnérabiliser parce que souvent, on est essoufflé dans un escalier. Donc, dès qu'on est un peu moins en santé, dès qu'on a, justement, un peu moins de souffle, se sauver dans un escalier alors qu'on est essoufflé... Bonne chance. Oui, bonne chance. Exactement. Donc, oui. Ça, c'est très intéressant. Et quand je regardais le diagnostic citoyen, on y va donc quartier par quartier. Très intéressant. Mettons qu'on parle de Saint-Roch. Moi, ce que j'ai remarqué, je suis peut-être simplet, ça se pourrait, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais il y a des éléments qui se retrouvent et dans insécurisant et dans le sécurisant. Tu sais, je prends par exemple la rue du Pont. Dans les insécurisants, on dit qu'il y a peu d'animation, mais dans les sécurisants, on dit qu'il y a beaucoup d'animation sur la rue du Pont. Donc, est-ce que ça dépend de où on est sur telle rue, du moment de la journée? Comment ça se fait que certains éléments se retrouvent dans les deux catégories, mettons? Bien, on trouvait ça intéressant de le mettre de l'avant, en fait, justement, ces informations-là. Même si, oui, il y en a qui peuvent sembler contradictoires, c'est que différentes personnes ont différents besoins et différentes perceptions aussi. Puis nous, c'est sûr qu'on utilise l'ADS+, l'analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle, puis on hiérarchise pas les besoins de personnes. Donc, OK, je comprends. Donc, on dit pas que telle catégorie de personnes, ses besoins sont plus importants que les autres. Non, nous, on met tout le monde sur le même pied d'égalité parce que la vie devrait être ainsi faite. Tout à fait. Donc, on trouvait ça intéressant, par exemple, que pour une personne aînée, là, je donne n'importe quel exemple, mais pour une personne aînée, un aménagement X pourrait venir la sécuriser, tandis que pour une autre catégorie de personnes, là, cet aménagement-là pourrait venir l'insécuriser. Je comprends. Donc, OK. Oui, mais je pense que tu as mis le doigt sur le grand paradoxe aussi du sentiment d'insécurité et ce qui fait en sorte que ça peut être complexe justement à aborder comme question parce que chaque personne a un sentiment d'insécurité ou de sécurité différent. Tout à fait. En fonction de la manière dont on a été éduqué, socialisé, des mises en garde qu'on a reçues, des expériences qu'on a vécues aussi. Donc, effectivement, dans nos marches, il y a des gens qui nous ont dit « Cette rue du Pont, elle me sécurise parce qu'elle est très animée. » Et une autre personne nous a dit, cette rue du Pont, elle m'insécurise parce qu'elle est peu animée. Donc nous, avec le travail rigoureux qu'on a fait pour justement rapporter tout ce qui nous a été nommé dans ces marches exploratoires-là, on a nommé les deux. C'est tellement intéressant parce que c'est vrai que ça dépend de tellement de choses, de qui on est. Tu sais, moi qui marche versus ma blonde qui marche, tu sais, c'est pas nécessairement la même chose, mais j'ai l'impression des fois, puis là, je lance une balle philosophique, OK? Mais... Tu sais, j'ai l'impression que quand on entend parler des pays où l'indice relatif du bonheur est le plus élevé, là, on parle souvent des pays d'Europe, puis toute la grande différence, c'est que eux, ils sont pas éduqués à avoir peur de son prochain. Tu sais, ils prennent pour acquis que la personne dans la rue, elle ne veut pas automatiquement du mal. Ici, on se fait élever en disant, tu parles pas à un inconnu, tu n'adresses pas la parole, sauf toi, patente. Y a-tu un peu de ça? Y a-tu un peu d'éducation aussi, tu sais, humaine avec un grand H, de se dire, on peut peut-être arrêter d'avoir une peur absolue de son prochain? Certainement. C'est sûr que nous, on s'est concentré sur les aménagements. Je comprends. Donc, étant donné qu'on est des aménagistes, évidemment, on s'est concentré sur les aménagements urbains. C'est sûr que oui, il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur humain, bien entendu. Puis notre message aujourd'hui, c'est sûr que oui, si on s'adresse aux candidats, aux candidates à l'heure actuelle, c'est vraiment de mettre en place des actions concrètes pour justement lutter contre le sentiment d'insécurité. Mais ultimement, si on peut lancer un message à la population générale, c'est vraiment la bienveillance, le civisme,
dans les espaces publics, ça fait en sorte, en fait, qu'on augmente le sentiment de sécurité de tout le monde, mais on augmente la liberté de tout le monde aussi. Ouais. Parce que se sentir en insécurité, avoir peur là, quand on se déplace, là, ça vient entraver notre liberté de mouvement. Ça peut aller jusqu'à aussi loin d'empêcher finalement une personne de se déplacer. Puis ça, pour nous, ben, c'est non négociable. Ça ne fonctionne pas. On est rendu en 2025, donc il faut faire la part des choses. Puis oui, évidemment, il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation, mais c'est clair qu'on a tous une responsabilité partagée, en fait, pour s'assurer que tout le monde se sente en sécurité, peu importe ils sont où, peu importe ils sont qui dans la rue. Oui, j'aimerais peut-être rebondir parce que effectivement, tu l'as nommé, avoir confiance envers la population habitante, c'est essentiel pour avoir un sentiment de sécurité. Mais ça, cette confiance-là, parfois, on peut la lire dans le territoire. On peut lire un sentiment de communauté dans le territoire à travers, par exemple, la présence d'art urbain, de murales colorées, de jardins communautaires, de ruelles vertes, de dessins d'enfants sur les fenêtres, de décorations de Noël. On a eu tellement de beaux témoignages, justement, de gens qui nous ont parlé de tous ces aménagements-là, ou, tu sais, de petits jardins, de façades colorées. C'est vraiment des éléments qui vont sécuriser parce qu'ils vont générer, justement, cette connaissance-là ou cette impression qu'il existe un sentiment de communauté. Et quand on lit dans le territoire qu'il existe un sentiment de communauté là où on est, ça nous amène l'impression qu'il y a une grande coveillance dans le lieu. Exactement. On revient avec ce concept encore. Et donc, en termes d'aménagement, il y a tellement de choses justement qu'on peut faire pour augmenter le sentiment de communauté. Donc, de mettre des places publiques de grande qualité, par exemple, d'assurer que des lieux soient animés en favorisant des activités citoyennes, de faciliter des projets de ruelles vertes. C'est tout plein encore d'idées là, ou de manières dont le municipal peut générer ce sentiment de communauté et donc augmenter le sentiment de sécurité. Diagnostic citoyen des aménagements de 8 quartiers, c'est absolument extraordinaire ce que vous avez fait. Si les gens veulent le consulter, il y a moyen de pouvoir regarder ça? Par où on passe? Bien, vous pouvez toujours venir nous visiter sur notre site Internet, transport avec un S, viable avec un S.org. On a aussi Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. TikTok aussi. Oui, c'est tout nouveau. Oui. Oui. Donc, on vous invite à aller voir ça parce que, dépendant d'où vous habitez, vous allez pouvoir avoir vraiment une belle idée de ce rapport-là. Qu'est-ce qui est sécurisant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Lancer la discussion, évidemment. Donc, on vous invite à aller voir ça. On est effectivement en campagne électorale municipale. Avez-vous pas mal de monde qui était full intéressé parce qu'on est en campagne tout à coup? Oui, effectivement. Absolument. Bien, on sent que c'est un sujet d'intérêt. On sait que la sécurité, le sentiment de sécurité, bien, on en parle dans l'espace public. Nous, on l'apporte peut-être de manière un peu différente dans le sens où ce qu'on demande, c'est vraiment de placer le sentiment de sécurité au cœur de l'intention de la planification urbaine en tant que telle. Donc, c'est la grande demande qu'on a. On a vu dans certaines plateformes des belles choses, des choses qui sont quand même assez cohérentes par rapport à ce qu'on a demandé, à ce qu'on recommande dans notre rapport. On va suivre ça avec beaucoup de vigilance, bien évidemment, là, mais on sent que oui, il y a un appétit, il y a un intérêt sur le sujet. Et si les gens manquent d'informations, ben là, il y a un méchant beau document avec l'information dedans. Fait que là, il n'y a plus d'excuses pour personne. Marie-Soleil Gagné, directrice générale et porte-parole d'Accès Transport Viable, et Annie Métivier-Hudon, co-coordonnatrice du projet Rue sans peur. Bravo pour ce travail-là. Gros travail. Il doit y avoir une couple de personnes aussi qui ont travaillé là-dedans à la gang. Là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous voir ce matin. C'est très intéressant. Bonne journée. Bonne journée. Merci, à bientôt. 9h06.